Alors, je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, faire une toute petite intervention liminaire, puisque c'est notre dernière séance de cette année. Le cycle de la chaire se termine par ce mini-colloque. Et c'est une occasion pour remercier l'équipe de la présidence de Paris 1. Vous savez qu'il y a des élections à Paris 1. L'action personnelle, son président, Philippe Boutry, qui nous a beaucoup accompagnés dans la consolidation de ce projet de chaire. Plus généralement, dans la constitution d'un pôle d'études autour des questions stratégiques, militaires, de défense, et notamment le travail de la chaire, mais aussi de l'Institut des études sur la guerre et la paix qu'anime Hervé Drévillon. Donc je voudrais saluer aussi les vice-présidentes de cette équipe, notamment en charge du programme scientifique et de la recherche, Caroline Morico et Nadia Jacobi, qui s'est occupée aussi notamment de faire rayonner la chaire dans un programme de communication. J'aurai aussi une parole très spéciale pour Armelle Séglec, qui, vous le savez, est plus que la cheville ouvrière, la déléguée générale de la chaire, qui depuis... voilà, je vous remercie. Pour Gaëtane Vallier, qui cette année est venu du côté de la Fondation Saint-Cyr lui prêter main forte, et puis aussi pour Julien Osmalin, parce que ce que vous ne savez pas, qui est là derrière son pupitre, mais que vous assistez physiquement à ces réunions ou à ces conférences, mais grâce aux captations d'écran, grâce au site internet, nous avons aussi beaucoup d'autres participants à ces travaux qui consultent régulièrement le site et notamment la diffusion. Et ça implique un travail non seulement de captation, mais aussi de mise en forme, de façon à ce que ce soit plus digeste. Quelquefois, il y a des creux, il y a des temps morts dans nos interventions, mais j'espère qu'il n'y en aura pas ce soir. Et donc, grâce à ce travail, les gens peuvent consulter plus facilement le programme de la conférence. Alors, ce colloque conclusif qui porte sur les nouveaux espaces stratégiques, il intervient après la conférence de la semaine dernière de Ramjakou sur les normes juridiques guerre et la guerre dans l'espace. Et autour de moi, je vais commencer dans l'ordre. D'abord, Christian Maire, qui est chef du département veille stratégique d'Airbus depuis 1989, qui enseignait à l'université de Marne-la-Vallée, à Sciences Po, qui intervient à l'IHEDN, et le titre de son intervention, Nouveaux États, membres du club spatial, perspectives stratégiques. Il y a Nicolas Roche qui est juste à côté de moi, parce qu'on me le met dans cet ordre sur ma fiche, mais que vous connaissez parce qu'il est membre du comité de pilotage comme Isabelle. Mais Isabelle, je vais avoir un petit traitement spécial, tu t'en doutes. Et Nicolas est directeur de la stratégie au commissariat de l'énergie atomique. Il a été conseiller du ministre de la Défense, et d'ailleurs à ce titre nous avait d'entrée soutenu. Alors, il est énarque, bon, nul n'est parfait, mais ce qui rattrape le tout, et vous savez notamment pour moi, c'est qu'il est ancien élève de l'école de Chartres, et ça vaut évidemment tous les pédigrés. Et il est un spécialiste des questions nucléaires. Il intervient d'ailleurs dans le cadre d'un programme qu'il a contribué à lancer et à organiser à l'école normale supérieure autour des problématiques de questions nucléaires. Il va intervenir ce soir sur espace et dissuasion. Quels enjeux stratégiques, quels risques, quelles régulations? Et Isabelle, parce qu'on annonçait, vous vous en souvenez, la fois dernière, qu'elle allait, j'avais dit dinosaure, ce n'est pas une expression très sympathique, mais c'est une consécration majeure, puisque tu es sans doute une des rares à obtenir ce titre aujourd'hui de docteur d'État qui vient couronner... un long travail de recherche, notamment autour de ces questions de l'espace. Donc voilà, la salle t'applaudit et t'a félicité comme j'aurais dû le faire. Tu as été directrice du centre Alexandre Coiré, tu as été directrice adjointe du laboratoire communication et politique du CNRS, tu as de nombreuses autres activités à la DGA. Tu es maintenant, et tu vas être, je pense, grâce, non, n'anticipons pas, mais en tout cas au CNRS un jour, mais qu'on espère proche, directeur de recherche, ou en tout cas à ce titre, puisque tu l'exerces déjà dans les fonctions.
Et donc, alors je ne sais pas, parce que maintenant, j'ai tenu la parole longtemps, je ne sais pas dans quel ordre, c'est bien dans l'ordre de présentation que vous commencez. Alors, mais j'ai seulement pas dit de quoi tu allais parler, ça, donc j'ai pas bien fini mon travail, puisque toi, tu interviens bien sur ambition spatiale et ambition stratégique, permanence et changement. Alors, je passe tout de suite la parole à Christian Maire. Voilà. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à souligner que pour moi, c'est un honneur de pouvoir m'exprimer dans un lieu aussi prestigieux et devant une assemblée aussi nombreuse. Je précise également que je m'exprimerai à titre personnel, que ce que je vais dire ne représente en aucun cas ce que peut penser ma société. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner un petit peu un éclairage quand on s'est mis d'accord sur le sujet, sur ce que j'ai appelé les nouveaux entrants qui sont membres du club spatial ou qui veulent le devenir, parce que j'ai considéré qu'aujourd'hui, vous avez 11 pays qui ont accédé à l'espace, qui ont été capables de mettre en orbite un satellite. Vous avez également environ 25 pays qui possèdent des missiles balistiques dans le monde. Et quand vous regardez, alors vous m'excuserez un petit peu parce que moi j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai fait des planches très précises, très carrées. Je vais peut-être aborder des sujets un peu techniques, donc je vais essayer de vulgariser au maximum. Vous voudrez bien m'en excuser pour certains. Et donc, si on revient à des choses justement du domaine de l'ingénieur, pour vous donner des ordres de grandeur, quand on lance un satellite, on lance un satellite sur des orbites qui peuvent être une orbite basse ou une orbite géostationnaire ou une orbite moyenne. Mais quand on lance un missile balistique, il faut bien avoir en tête que, par exemple, si vous prenez un missile balistique qui fait 10 000 km de portée, sa trajectoire va avoir un apogée de 2000 km. C'est-à-dire que le missile va passer au-dessus de certains satellites qui sont en orbite. Et ensuite, il va retomber au sol. Donc, je suis parti un petit peu de ce qui pourrait paraître comme étant un paradoxe, pour me poser la question de savoir si ces nouveaux entrants, il était logique qu'ils passent du missile balistique au lanceur, s'il y avait un lien fort entre les deux, et si les nouveaux pays qui veulent accéder à l'espace en termes de lanceur spatial peuvent être soupçonnés, pour certains, de vouloir développer des missiles balistiques. C'est une question qui est quand même assez récurrente. Donc je vais essayer de vous exposer ça aujourd'hui et de vous donner des clés de compréhension. Je vais commencer par 2 études de cas. Après, je vais vous parler de la dualité qui peut exister entre les lanceurs spatiaux et les missiles balistiques. Et puis, je terminerai par un petit panorama assez rapide, et pas forcément exhaustif, des pays qui, justement, tentent d'accéder à l'espace. Alors, si on prend d'abord le cas intéressant de la Corée du Nord, en fait, la Corée du Nord, elle a commencé par travailler d'abord sur des programmes de missiles balistiques. Dès les années 60, on a vu des travaux, des recherches menées autour de missiles très courte portée. Et puis, au début des années 70, la Corée du Nord a réussi à se procurer auprès de l'ex-URSS des Scud, qui sont des missiles de courte portée. À partir de là, il y a eu également, au début des années 80, des transferts qui ont été faits par l'Égypte d'un certain nombre de missiles Scud. Et là, ça a été un petit peu un élément déclencheur parce qu'au milieu des années 80, il y a eu un financement et des commandes qui ont été passées par l'Iran, j'en reparlerai après dans ma deuxième étude de cas, pour justement développer des copies de ces Scud qui n'étaient pas en nombre suffisant et procéder à ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire au départ de la copie pure et simple. Et ce qu'on a pu constater dans le cas de la Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord a profité de cette expertise dont elle s'est dotée pour ensuite exporter. Donc au départ, ils se sont comportés comme des proliférants, ce qu'on appelle des proliférants, c'est-à-dire des pays qui veulent également se doter de missiles balistiques. Et ensuite, ils ont fait commerce de ces missiles-là, et la Corée du Nord est devenue ce qu'on appelle un proliférateur cette fois-ci. Et ce qu'on a pu constater aussi, parce que là je suis pour l'instant dans le domaine du simple constat, c'est que la portée des Scud n'a pas été jugée suffisante par la Corée du Nord.
Et donc, les Nord-Coréens se sont mis à développer des engins plus performants, et en particulier un engin qui s'appelle le Nodong, qui est en fait une extrapolation du Scud, c'est un Scud à l'échelle 1,5, en reprenant typiquement les technologies du Scud. Et une fois ce missile mis au point, d'environ 1000 km, la Corée du Nord a exporté ce missile-là vers l'Iran et le Pakistan. Donc on voit bien la démarche progressive qui a été suivie. Et alors ensuite, le phénomène majeur qui s'est produit, c'est 1998, où là, la Corée du Nord a tiré un engin Taepudong-1 qui est passé au-dessus du Japon. Et je pense que la plupart d'entre vous savent la réaction que ça a pu provoquer à cette époque-là. Et pour finir, aujourd'hui, où en est-on ? On en est à des nouveaux programmes qui portent les noms de Musudan et KN-08, avec l'engin que vous voyez en bas à droite sur cette photo, qui a défilé à plusieurs reprises en Corée du Nord, et dont un certain nombre de pays se demandent quelles sont ses performances. Alors, pour préciser un petit peu les choses, vous voyez que la Corée du Nord est passée en l'espace d'une trentaine d'années à peu près, d'engins qui font 300 km à des engins qui font maintenant entre 2500 et, je dirais, 8-10 000 km de portée. Donc ça, on est toujours dans le factuel. Ensuite, le deuxième aspect des choses, c'est la volonté de la Corée du Nord d'accéder à l'espace. Et là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'à partir de l'expertise dont ils se sont dotés, on a pu voir des nouveaux développements arriver avec des lanceurs spatiaux, cette fois-ci, une A2 et une A3, qui avaient pour but de lancer des satellites en orbite basse, puisque en fait, les performances pour l'instant de la Corée du Nord sont telles que ce pays n'est pas capable d'accéder à l'orbite géostationnaire. Il se contente de l'orbite basse. Et donc, sur 4 tentatives, on a quand même pu constater qu'il y a eu 2 succès en 2014 et en 2016, avec quand même un facteur géographique qui est important, parce qu'on peut constater que la Corée du Nord est en fait très limitée par les problèmes qu'on appelle des problèmes de sauvegarde, c'est-à-dire de protection des populations au cours d'un lancement, puisque vous avez des retombées d'étages qui peuvent se produire. Et donc, ce qui s'est passé, merci Isabelle, c'est que le lancement du Taepudong-1, dont je parlais sur la planche précédente, a été effectué depuis la côte est de la Corée du Nord, parce que leur seule possibilité, à l'époque, et vu les installations et les infrastructures sol dont ils disposaient, était de tirer plein est. Et donc c'est pour ça que le Japon a été survolé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont peut-être pris conscience des contraintes que cela imposait, et du coup, les lancements dont je parle ici, une A2, une A3, ont été effectués depuis une base qui se trouve à l'ouest du pays et direction plein sud, c'est-à-dire sur une orbite polaire. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été effectués, il y a des limitations, mais il y a en même temps des liens potentiels, puisqu'on voit apparaître, j'en reparlerai après, des lanceurs qui semblent être du même type en Iran, et la question se pose du transfert de technologie entre ces deux pays. Sachant que, généralement, tous les pays qui accèdent à l'espace cherchent ensuite à progresser, et on parle maintenant de nouveaux lanceurs, comme Unanov, qui sera encore plus performant. Alors derrière, quel est le bilan qu'on peut dresser de la Corée du Nord ? C'est qu'on voit bien qu'ils ont fait le choix du balistique pour des raisons d'exportation, pour des raisons de devise, que d'abord ils ont été proliférants et ensuite proliférateurs, j'en ai parlé, que finalement les technologies, quand on regarde un petit peu plus en détail, mais là je vais pas en parler aujourd'hui, les technologies qui sont incorporées, on peut dire, dans ces missiles et dans ces lanceurs, sont assez rustiques, puisque ce sont des technologies qui datent des années 60, mais avec une approche mécano, c'est-à-dire qu'en montant plusieurs moteurs ensemble, pour faire simple, on peut avoir un lanceur ou un engin plus performant, et donc des progrès réguliers qui sont accomplis, avec une volonté d'augmentation de portée, et simplement des questions qui se posent en termes de fiabilité. Je pense que c'est ça qui peut inquiéter aussi les pays environnants, en termes de fiabilité sur la production série, sur la qualité des engins. Et, comme je le souligne sur cette planche, donc des éléments communs qui existent entre les missiles et les lanceurs spatiaux, mais uniquement des éléments communs. Deuxième cas d'étude, celui de l'Iran. Alors celui de l'Iran est complètement différent. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un pays qui a été en guerre avec l'Irak
dans les années 80, et un certain nombre d'explications sur les développements des missiles balistiques en Iran proviennent de ces conflits. En 88 arrive la guerre des villes. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, et déjà l'Iran possédait des Scud-B à cette époque-là et les a utilisés contre l'Irak. Mais ils se sont trouvés à court de missiles, et c'est donc pour ça qu'il y a eu des échanges avec la Corée du Nord pour venir recompléter finalement l'arsenal iranien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, acquisition de nouveaux Scud venant de Corée du Nord. Dans un deuxième temps, livraison de Nodong, et les Iraniens rebaptisent en fait ces missiles-là en Shahab-3, mais en fait ce sont des Nodong d'origine nord-coréenne. Et à partir de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a développé ses propres capacités en termes industriels, c'est-à-dire ils ont de nombreux techniciens, de nombreux ingénieurs, ils sont assez performants, et ils ont fini par se détacher un petit peu de la technologie nord-coréenne pour développer eux-mêmes leurs propres missiles balistiques et même aller jusqu'à la propulsion solide, sachant que ce que j'ai évoqué précédemment sur la Corée du Nord se rapportait principalement de la propulsion liquide. Donc on voit bien que l'Iran s'est appuyé au départ sur la Corée du Nord pour ensuite prendre une certaine indépendance et pouvoir faire des développements par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, où en est-on dans la logique qu'on peut analyser de ce programme balistique iranien? D'abord, ça a été souligné à plusieurs reprises, pourquoi l'Iran s'est-il doté d'un programme de missiles balistiques? Tout simplement parce qu'au moment de ces conflits avec l'Irak notamment, c'était beaucoup moins coûteux de développer une force de missiles balistiques qu'une force aérienne. Deuxièmement, il y avait déjà des liens qui étaient établis avec la Corée du Nord, donc c'était intéressant de s'appuyer sur ces liens pour essayer de rechercher une indépendance et d'acquérir donc un outil industriel et des compétences pour aller plus loin, avec une volonté de la part des militaires iraniens d'améliorer d'une part la portée, mais pas seulement la portée, puisque en fait ces systèmes sont aux mains des forces armées, donc améliorer la précision à l'impact et surtout améliorer la mise en œuvre. Vous voyez quelques illustrations qui montrent des engins qui sont protégés dans des tunnels, dans des galeries, et qui assurent de cette manière-là la survie de ces systèmes d'armes. Alors, en parallèle de tout ça, l'Iran a quand même un programme spatial avéré qui se décline en 4 grands axes. Un premier axe qui est un axe fusée-sonde, c'est-à-dire en fait vous tirez un engin qui va dans l'exo-atmosphère et qui retombe ensuite, qui permet de faire des expérimentations. Donc ils font voler des animaux, ils font voler des tas de choses. Ensuite, il y a eu en parallèle un programme de lanceur spatial qui s'appelle le Saphir, qui a effectué 6 lancements, avec couronné de 4 succès. Un programme plus performant qui s'appelle le Simorgh, qui n'a pas encore volé pour le moment, mais dont on voit des points communs avec les lanceurs nord-coréens. Et puis, objectif très ambitieux au-delà des années 2020, les vols habités, puisque l'Iran a affiché, à travers son agence spatiale qui a été créée assez récemment, une volonté de mettre des hommes dans l'espace. Donc le bilan qu'on peut tirer du programme spatial iranien, c'est que c'est un programme qui évolue par approche successive, par expérimentation, avec des lanceurs qui, eux aussi, s'appuient sur des technologies du domaine balistique. Ils ont été capables d'accéder à l'espace avant même la Corée du Nord, et je pense que les Nord-Coréens ont dû être assez vexés de ça, avec des performances qui sont en croissance, et même tellement en croissance qu'ils veulent faire voler des êtres humains à bord de leurs lanceurs. Alors du coup, ça génère une question qui est de savoir s'il y a une véritable dualité entre les missiles balistiques et les lanceurs. C'est-à-dire, est-ce que quand un pays dit qu'il veut lancer un satellite, on peut se demander si en fait il n'a pas un agenda caché qui consiste à vouloir développer un missile balistique. Alors, examinons simplement s'il y a des points communs, s'il y a des différences. J'ai évoqué le problème des moteurs et le problème des structures, c'est-à-dire en fait les réservoirs sur lesquels sont fixés ces moteurs. Il faut quand même différencier ce qui est de la propulsion liquide de ce qui est de la propulsion solide. Sans rentrer dans les détails, vous avez une mise en œuvre sur la propulsion liquide qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde que sur la propulsion solide. Donc on va dire
pour simplifier un petit peu à l'extrême, que la propulsion liquide convient plutôt au domaine des lanceurs spatiaux et que la propulsion solide convient plutôt au domaine des missiles balistiques. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on voit quand même un certain nombre de missiles balistiques qui sont à propulsion liquide. Voilà. Autre aspect des choses, les trajectoires, et je dirais tout ce qui est guidage, navigation, contrôle. À nouveau, c'est mon côté ingénieur qui s'exprime. Au niveau des trajectoires, en fait, même si le but visé n'est pas le même, les trajectoires sont assez similaires entre un missile et un lanceur spatial. Et donc, on peut se dire que tout ce qui est programme de vol, tout ce qui est guidage, navigation, contrôle, n'est pas strictement similaire, mais présente quand même des points communs. En tout cas, les équipes qui travaillent là-dessus peuvent être les mêmes, suivant qu'on s'adresse à un lanceur spatial ou à un missile balistique. Par contre, la grosse différence, c'est bien évidemment la rentrée atmosphérique, puisque quand vous avez un missile balistique, il peut voler à plusieurs kilomètres par seconde et donc rentre dans l'atmosphère à ces vitesses-là, avec un échauffement qui est très important, et vous avez assez peu de pays dans le monde qui sont capables de maîtriser les technologies liées à la rentrée atmosphérique. Donc c'est un véritable point dur qui bloque beaucoup de pays. Et puis vous avez aussi les infrastructures sol, parce que quand vous avez un lanceur spatial, il vous faut des tours assez importantes, parce que votre engin il est de dimension relativement importante, alors que quand vous cherchez à faire un missile balistique, vous cherchez avant tout, comme je l'ai montré sur les photos précédentes, à le protéger, à assurer sa survie, et donc vous allez faire quelque chose qui pourrait être transportable sur un lanceur mobile. Sans parler des règles de conception, sans parler de tout ce qui tourne autour justement de ces aspects, je dirais, emploi des engins. Alors derrière, examinons rapidement quelques pays qui se lancent dans des programmes de lanceurs spatiaux. L'Argentine, on les connaît bien, puisque dès les années 80, même avant, les années 70, ils ont commencé par faire des fusées-sondes, et puis ils ont voulu faire un programme balistique. Il y a même eu un programme qui s'appelait le Condor, qui était développé avec l'Irak et avec l'Égypte dans les années 80. Et ensuite, ce programme a été arrêté sous l'influence des États-Unis. Et donc, c'est à partir de là que l'Argentine s'est tournée vers un programme de lanceur spatial, a mis en place un budget assez important. On voit qu'en 2014, il y a 100 € à peu près qui ont été investis dans le programme spatial. Et ils ont annoncé un nouveau lanceur qui était en développement, pour lequel il y a des véhicules expérimentaux qui sont développés, qui permettent de tester justement les technologies de motorisation, avec des succès qui ne sont pas toujours évidents, comme en témoigne cette photo. L'engin a décollé de 4 mètres et s'est écrasé, mais bon, en tout cas, il y a une volonté de progresser dans le domaine. Autre exemple, le Brésil. Le Brésil n'a pas encore pu accéder à l'espace, bien qu'il cherche à le faire depuis les années 80 aussi. Il y a eu en fait 3 échecs importants de leur programme de lanceurs. Un échec en 97, un autre en 99, un autre en 2003. Et en 2003, le lanceur a même explosé sur le pas de tir en faisant plusieurs morts. Donc on voit bien que ça n'est pas si facile que ça de développer un programme de lanceur spatial. Dans un deuxième temps, et dès 2003, le Brésil s'est retourné vers l'Ukraine pour accueillir, on va dire, sur son site de lancement un lanceur ukrainien. Donc il y a eu une collaboration qui s'est établie pendant plus d'une dizaine d'années et qui s'est interrompue suite à la crise ukrainienne dès 2014. Mais on voit qu'il y avait une volonté quand même de coopération. Et puis dans un dernier temps, le Brésil a maintenant annoncé qu'il développait un nouveau lanceur et que ce lanceur-là devrait voler en 2018. Troisième exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est lancée dans un programme spatial assez tôt également. Grande coopération avec la Russie. Ils ont mis au point un premier lanceur qui s'appelle le KSLV, qui a réussi à voler après 2 échecs et qui s'est appuyé justement sur un étage propulsif qui était fourni par la Russie. Mais dorénavant, la Corée du Sud cherche à être autonome et est repartie en développement sur un nouveau lanceur qui devrait voler en 2021. Et pour finir, dernier exemple avec la Turquie.
La Turquie s'appuie sur son agence spatiale qui a été créée tout récemment et a annoncé qu'il cherchait à se doter d'un lanceur qui pourrait voler dès 2025. Donc, après ce panorama très très court, qu'est-ce qu'on peut conclure en fait ? Ce qu'on peut conclure, c'est qu'on ne peut pas empêcher un pays de s'appuyer sur la légitimité de l'acquisition d'une capacité d'accès à l'espace. L'espace est à tout le monde, et donc tout pays peut revendiquer de chercher à lancer des satellites. Simplement, quand on veut accéder à l'espace, il faut quand même remplir 3 conditions. D'abord une volonté politique suffisante et qui se perpétue dans le temps. Deuxièmement, la mise en place d'un budget suffisamment conséquent. Et troisièmement, un tissu industriel ou des capacités industrielles qui soient à la hauteur des enjeux. Donc derrière, ce qu'on peut se dire, c'est y a-t-il des ambitions cachées à travers une dualité entre les missiles et les lanceurs. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que finalement, les développements peuvent faire appel à des technologies qui présentent un certain nombre de points communs, mais vous avez quand même un certain nombre de spécificités qui font qu'on ne peut pas prendre comme ça un lanceur spatial et le transformer du jour au lendemain en missile balistique. Sachant qu'en plus de ça, les règles de conception sont différentes. Il y a quand même des trajectoires à respecter. Il y a une mise en œuvre, comme je l'ai souligné, qui est quand même différente entre un missile balistique et un lanceur. Et puis, un point dont je n'ai pas parlé, c'est aussi qu'un lanceur spatial, une fois qu'il est fabriqué, il est fait pour être tiré tout de suite. Donc, sa durée de vie, en théorie, elle est relativement courte. Alors qu'un missile balistique, c'est tout le contraire. Un missile balistique, on va le conserver pendant des années, 10 ans, 15 ans, avant éventuellement de vouloir l'utiliser. Mais par contre, le jour où on veut l'utiliser, il faut qu'il fonctionne tout de suite. Donc on voit qu'on aboutit à des règles de conception qui sont quand même strictement différentes. Et pour conclure, si tant est qu'on puisse conclure sur un tel sujet, je dirais que historiquement, ce qu'on peut constater, à part 1 ou 2 cas qui sont des exceptions, c'est que ce sont plutôt les missiles balistiques qui ont amené à développer des lanceurs que l'inverse. Je vous remercie.